Substance. Podcast stupéfiant. Bonjour à tous, bienvenue dans Substance, Fidèle et la béatitude, épisode 1. Les anglophones appellent cela le bliss. En français, la félicité, la béatitude. Un état de bonheur intense, absolu, transcendantal. Une expérience qui s'apparente à un orgasme mental ou spirituel. Un état de conscience qui peut être obtenu après de longues années de méditation rigoureuse, après des années de prière et de mortification, ou parfois, pof, comme ça, en prenant un psychédélique. Enfin, pof, on se comprend. Il n'y a jamais rien qui fait vraiment pof, que ce soit dans la vie ou dans l'expérience psychédélique. Ou alors c'est le pof d'une pomme bien mûre qui tombe de l'arbre après des mois de développement. Ce pof transcendantal, Fidèle va le vivre lors d'un trip aux champignons en Afrique. Et pour qu'on comprenne pourquoi sa pomme a fait pof, il va nous raconter les 25 premières années de sa vie en 3 épisodes. Réglez le son, mettez-vous bien et écoutez, vous êtes dans Substance. Donc je viens d'un milieu assez modeste, je viens d'une famille d'agriculteurs dans la campagne française. C'est un milieu assez pauvre, c'est-à-dire qu'on n'avait pas forcément accès à l'ensemble du confort et des biens que la plupart des enfants vont avoir accès en France. Donc ce milieu-là était assez rude, surtout que mes parents, j'avais une mère qui se donnait vraiment à fond pour nous, et un père qui était pervers narcissique, donc pas forcément des choses très très sympathiques à vivre à la maison. Mais après, néanmoins, on était dans une campagne, on va dire, où les gens étaient modestes, mais c'était pas non plus la pauvreté. Donc voilà. Et ensuite, au niveau de l'éducation, donc c'était une éducation assez pas à la dure, mais sans vraiment d'éducation, parce qu'on faisait un peu tout ce qu'on voulait. On n'avait pas forcément de limites, et c'était un peu comme ça qu'on s'éduquait. Et j'ai eu différentes phases d'éducation. Je dirais que la première phase a été l'enfance, où on faisait un peu tout ce qu'on voulait, on pouvait aller à la ferme, tout ça. Et ensuite, on s'éduquait clairement aussi à l'école, parce qu'au contact des gens, on doit apprendre les bonnes manières, on doit apprendre ces choses-là, que l'on n'apprenait pas forcément chez nous. On n'était pas riches, on était même assez pauvres, mais on n'en souffrait pas tant que ça. C'est-à-dire qu'on avait quand même toujours à manger à la maison. Voilà, c'est juste les biens matériels qui manquaient, mais ensuite, c'était pas le plus important. Le plus important était qu'on pouvait subvenir à nos besoins, que malgré tout, si on avait besoin de faire du sport ou faire des activités, on pouvait le faire. Donc, de ce point de vue-là, il n'y avait pas de souci, mais c'est plus d'un point de vue social où là, on était quand même assez isolés des autres familles parce qu'on était plus pauvres que les autres. Et donc, forcément, quand on est pauvre, on n'a pas forcément envie de montrer la pauvreté. Et on était en quelque sorte des cassos dans la campagne française, donc comme il y en a énormément, donc des gens d'une classe assez basse, qui n'ont pas forcément énormément de capital culturel. Mais la chance qu'on avait dans notre famille, c'était que malgré cette pauvreté, entre guillemets, et le fait qu'on ne soit pas né dans une classe moyenne, riche, etc., ou bourgeoise, on avait quand même un capital culturel, parce que tous mes frères et sœurs, on avait tous quand même la télé. Je me souviens qu'on regardait Canal+, ça nous aidait vraiment à comprendre le monde, à comprendre qu'est-ce qui se passe, à s'intéresser à la politique, la géographie, les sciences de la vie. Et mine de rien, vivre et naître dans une ferme, ça apprend à être débrouillard et aussi à comprendre, on va dire, pas le sens du mot travail, mais le sens des sacrifices. Et aussi comprendre que, on comprend vite la vie, on est entouré de vaches, on est entouré de culture. On est dans une campagne où on fait un peu tout ce qu'on voulait, donc on n'était vraiment pas enfermé dans cette bulle que peut être un appartement ou des pavillons résidentiels où on croise les mêmes personnes. Non, on était vraiment ouvert quand même au monde, et ça m'a permis de comprendre le monde, d'avoir aussi une approche un peu rationnelle, et surtout de m'intéresser aux choses et de m'ouvrir au monde. Alors, l'adolescence, ça a été une période assez... Je pense que pour pas mal de gens, c'est une période assez compliquée. D'une manière, entre 0 et 10 ans, on ne comprend pas trop le monde, on vit dans une situation qu'on ne peut pas changer.
on ne se plaint pas forcément de cette situation, mais à partir de l'adolescence, là, on se confronte aux autres personnes. Donc c'est à partir de ce moment-là où vraiment on ressent un peu ce décalage social et on se rend vraiment compte qu'on vient d'une classe populaire et assez marquée socialement. Donc oui, il y a eu quand même, on va dire, pas du harcèlement, mais on compare toujours les habits, les biens matériels qu'on n'avait pas forcément. Et c'était une période assez tendue, mais néanmoins, puisque je réussissais pas mal ce que je faisais, donc j'étais bon en sport, j'étais aussi assez bon à l'école. Donc mine de rien, même si on n'a pas les biens matériels, quand on n'est pas trop en décalage sur ces points de vue-là, ça permet en fait de rester connecté aux autres et de toujours, entre guillemets, rester connecté à ceux qui viennent des belles classes sociales, donc qui travaillent bien, qui font de la musique, qui font du sport. Et en fait, j'ai toujours réussi à m'accrocher à ce wagon-là et à un peu sortir peu à peu de mon échelon social grâce à des bons résultats scolaires, à des bons résultats dans le football. Et aussi, j'étais très très social, donc j'étais pas forcément l'élève qui restait au fond de la classe, qui fermait sa bouche. Non, je parlais beaucoup, j'avais des bons résultats, j'étais très bavard, j'étais quand même pas mal social, j'avais des amis. Donc au final, quand on y repense, c'est quand même une période qui permet de nous forger. Donc on se rend vraiment compte de la jungle qu'est l'adolescence, parce qu'on se fait clairement, on peut se faire harceler ça peut être son orientation sexuelle, son corps, ça peut être ses origines sociales. Et donc, quand on repense à cette période-là, c'est plus une période qui m'a forgé et qui m'a vraiment fait dire, ok, je peux sortir de cet échelon social. Au niveau de la drogue, ça a toujours été un peu un no-go, donc une idée où la drogue c'est mal, c'est quelque chose qui fait penser au mal, aux démons, à ces choses-là. Chez nous, il y avait quasiment jamais de drogue, donc pas d'alcool. Donc les autres drogues, on savait même pas ce que c'était. Les seuls moments où on pouvait en fait comprendre ce qu'était la drogue, c'était vraiment dans des films ou des choses comme ça. Mais c'était vraiment une conversation qui ne revenait jamais. Bah, mes parents, ils ont jamais pris vraiment de drogue. Ma mère a dû prendre un pétard dans sa vie ou 3 pétards dans sa vie. Mon père, jamais de drogue. Il y a vraiment pas d'alcool à la maison, ce qui est vraiment une très très bonne nouvelle. Et donc ça a toujours été une idée où je repoussais la drogue comme le mal. Et c'était pareil pour l'alcool, c'était pareil pour n'importe quelle drogue. Pour moi, c'était inenvisageable de prendre de la drogue. Et surtout, j'étais dans un milieu sportif. Donc encore plus, on discrimine la drogue dans les milieux sportifs parce que ça fait clairement baisser les performances sportives. L'hygiène de vie était quelque chose d'hyper important dans ma vie à cette époque. Je voulais vraiment avoir une hygiène de vie irréprochable, faire le maximum pour avoir de bonnes performances sportives. Et donc la drogue n'a jamais été dans mon périmètre. Et s'il y était, j'essayais de m'en éloigner le plus possible. Parce que je voyais ça comme le mal et comme une chose pas bonne pour la vie, tout simplement, et qui va avoir plus d'impact négatif dans notre vie. Donc ensuite, une fois l'adolescence passée, donc on a ce fameux choix des études. Donc j'étais assez chanceux parce que je travaillais quand même assez bien à l'école. Moi personnellement, je fréquentais un lycée qui n'était pas très bon, etc. Mais malgré tout ça, j'avais des très très bons résultats, donc j'avais pas de souci là-dessus. Donc une fois le lycée terminé, on a ce fameux choix des études, donc qui est un choix qui est je vais pas dire le plus important dans la vie, mais qui est un choix très 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 important. Donc moi, j'ai toujours été intéressé par les sciences, comprendre un peu le monde, et aussi j'avais aussi cette volonté-là d'avoir des études qui rémunèrent. Donc en fait, l'idée d'être ingénieur, parce quand on commence des études d'ingénieur, on se ferme aucune porte. J'avais quand même cette idée-là de dire, oui, il faut que je fasse des études qui soient bien vues par les autres, qui montrent un peu la réussite, parce qu'on vient d'un milieu pauvre. Donc la réussite, c'est vraiment le summum du succès pour nous. Et donc, je me suis tourné vers les études d'ingénieur sans vraiment savoir ce qui allait se passer. Et j'avais aussi cette volonté-là de partir loin de chez moi, donc de quitter mon quotidien, de quitter ce monde où il y a des violences à la maison, où il n'y a pas forcément tous les biens matériels. Donc vraiment de partir loin de chez moi et de changer un peu de vie, de changer de fréquentation, de quitter le milieu un peu sportif, donc voir un peu un autre monde, découvrir d'autres personnes. Donc c'était vraiment ça qui me lançait.
Et donc j'ai eu la chance d'intégrer une école d'ingénieur, où j'ai eu mon diplôme d'ingénieur. Donc là, ça a été découverte de plein de nouvelles choses. En termes scolaires et en termes de vie, ça a été une réussite, globalement. Et j'en étais assez fier, et je me disais que je faisais le bien dans ma vie. Et donc ces études d'ingénieur, c'est toujours lié à la science. Donc toujours dans cette idée un peu rationnelle qui m'intéressait, de comprendre le monde. Et toujours avec un peu cette aussi vision du bien, du mal, comment la vie fonctionne, comment on peut découvrir la vie. Donc ça m'a vraiment aidé à m'ouvrir et à vraiment m'ouvrir aussi à tout ce qui est pensée scientifique, donc très rationnel, donc antithèse, synthèse, conclusion. Et aussi, ce qui est intéressant dans les écoles d'ingénieurs, c'est que mine de rien, on est dans des écoles où les gens viennent du classe assez supérieur, mais ça reste des écoles publiques où on côtoie un nombre de personnes tellement différents, avec des parcours aussi de vie assez contrastés, même si, faut le dire, on côtoie globalement la classe sociale, la haute classe sociale, mais cela nous permet de vraiment s'ouvrir au monde, de découvrir plein de types de profils, majoritairement masculins malheureusement, mais il y a quand même une ouverture au monde et les gens ne sont pas dans le rejet des autres. Les études, ça a été un peu le choix pour dire, est-ce que je continue vraiment le sport et j'essaie de me la donner, mais les résultats d'un point de vue matériel, ils vont pas forcément suivre. Donc je m'étais vraiment concentré sur les études pour dire, faut que tu assures le minimum dans ta vie, faut que tu aies un métier, faut que tu aies toutes ces choses-là. Donc je m'étais un peu lancé dans les études comme ça. Et donc une fois arrivé dans une école d'ingénieur, toutes les idées que je me faisais, notamment de l'alcool, toutes ces barrières-là en fait un peu s'effondrent parce que tout est lié à l'alcool. Chaque soirée est liée à l'alcool, chaque événement est lié à l'alcool, donc ce qui est hyper mauvais. Mais moi à ce moment-là c'était vraiment une découverte, donc les découvertes des soirées, les découvertes des jeux d'alcool, les découvertes aussi de la désinhibition sous alcool. Donc ça a été vraiment toutes les barrières, je les ai cassées et je suis entré vraiment limite en courant dans ce monde de l'alcool, dans ce monde des soirées étudiantes, dans ce monde un peu qui m'était fermé depuis le début, dont je voulais pas faire partie. Mais bon, une fois qu'on est entouré que de ça, on est un peu obligé de se formater et de se mettre dans le moule. Donc ça a été une période où j'ai découvert l'alcool avec beaucoup d'envie, parce qu'on est toujours entouré de personnes, c'est quand même hyper agréable, les gueules de bois sont beaucoup moins fortes que dans le futur. Et puis on a quand même ce sens où on n'est pas responsable du tout. Donc c'est vraiment des moments assez incroyables dans une vie parce qu'on n'a aucune responsabilité, on ne doit rien à personne, on est libre et on a toute la vie devant nous et tout le monde nous dit de profiter à fond. Donc c'est à ce moment-là où vraiment j'ai commencé l'alcool et je pense qu'à ce moment-là je voyais vraiment pas l'alcool comme une drogue, mais je voyais l'alcool comme un moyen de s'amuser, de découvrir les gens. Et j'ai jamais eu ce rapport un peu addictif. Au début, on se rend vraiment pas compte parce que on est avec nos amis, il n'y a pas de souci, on profite. Donc l'alcool a vraiment été omniprésent durant ces années. Quand je dis omniprésent, c'était vraiment des consommations régulières tous les 3 fois par semaine, 4 fois par semaine, dans différentes conditions. Et voilà. Une fois qu'on avance un peu dans les écoles d'ingénieurs, déjà on prend en maturité et on rencontre aussi des gens qui sont, assez épanouis dans leur vie et on commence peu à peu en fait à entendre parler de drogue, mais d'une manière assez positive, récréative. Et en plus de ça, on a quand même des gens qui sont hyper intelligents. Donc l'atout quand on est en école d'ingénieur, c'est qu'on voit des gens vraiment qui réussissent dans la vie et qui malgré tout prennent des drogues. Donc on se dit, au final, c'est pas si grave que ça. Et donc mon parcours un peu sur les autres drogues autres que l'alcool, c'était, nous on était en soirée, on prenait de l'alcool, on s'amusait bien, etc. Mais t'avais des soirées où les gens prenaient de la MDMA, de l'ecstasy, pour s'amuser. Et donc moi je voyais ça toujours d'un mauvais œil, mais peu à peu je me rapprochais de ces amis-là, mais c'était des amis qui prenaient quand même avec des doses raisonnables, donc qui respectaient entre guillemets les règles de réduction des risques, donc de RDR. Donc et en plus de ça, c'était des amis quand même assez sains d'esprit, ils faisaient du sport, ils avaient des bonnes notes à l'école et surtout ils avaient une approche un peu scientifique, ils prenaient pas ça sur un coup de tête, c'était toujours décidé, c'était toujours réfléchi. Donc ça, c'était quelque chose qui m'avait vraiment intéressé.
mon premier ecstasy, je l'avais pris quand j'étais complètement bourré, mais sans vraiment comprendre le truc, et je m'étais vraiment senti mal durant 2 jours, avec une gueule de bois horrible, etc. Donc je vais pas dire que ça c'était ma première vision de la drogue, parce que j'ai vraiment pas eu d'effet, en fait, j'ai fait un blackout complet, donc je me suis rendu compte de rien, et c'était comme si j'en avais jamais pris. Et donc ensuite, pourquoi la drogue m'a un peu interpellé? Alors dans mon parcours de vie, j'étais avec une copine, elle était en dépression, et en fait, pour moi, le cerveau, c'était on prend soin du cerveau, on fait attention, si on tombe en dépression, c'est qu'on a un problème limite mental et psychiatrique. Et en fait, j'étais avec cette fille-là, et je l'ai vue faire des malaises, et en fait, on comprenait vraiment pas le sens de ces malaises et les explications. Donc moi, j'étais là, faut que tu fasses des examens médicaux, que tu vois ce qui se passe dans ton corps, c'est quoi ta maladie, il faut qu'on traite ça, etc. Et en fait, malgré l'ensemble des examens qu'elle avait fait, il n'y avait rien qui n'allait pas. Il n'y avait absolument rien qui n'allait pas. Donc c'était des malaises avec des convulsions. Donc là, je ne comprenais pas. Et en fait, c'est à ce moment-là de ma vie où j'ai compris, entre guillemets, les pouvoirs du cerveau et à quel point une dépression pouvait affecter le physique. Et en fait, à quel point le cerveau pouvait complètement se mettre en arrêt et jusqu'à avoir un malaise. Donc là, ça m'a vraiment fait un petit choc où je comprenais pas trop ce qui se passait pour moi, parce que pour moi, tout était une question un peu d'équilibre. Donc oui, si tu as un souci physique, c'est que tu as une maladie. Mais je pouvais pas cautionner que le cerveau avait ces pouvoirs-là. Et pour moi, la dépression, venant d'un milieu assez pauvre, où on subit des choses assez horribles, je me disais, moi, avec tout ce que j'ai vécu, je comprends pas pourquoi les gens ils sont en dépression. Et en fait, j'ai commencé à comprendre qu'il n'y avait pas d'échelle de la douleur mentale, d'échelle du traumatisme. On pouvait être la personne avec le plus de biens matériels au monde, avoir des personnes qui t'aiment autour de soi, mais être en dépression quand même. Et ça a été vraiment quelque chose qui m'a fait comprendre tous les pouvoirs du cerveau et à quel point le cerveau, on peut, je ne vais pas dire jouer avec, mais le cerveau a des pouvoirs sur le corps qui sont insoupçonnés. Je pense que ça m'a vraiment fait avancer sur cette question-là, de me dire, ah, regarde la drogue, tu vois, le cerveau, autant tu peux avoir une dépression, mais autant peut-être que tu peux avoir des effets incroyables, et voilà. Et donc, à ce moment-là, je me tourne un peu j'ouvre un peu mon esprit vers la drogue, mais c'est vraiment parce que j'ai des amis qui prennent de temps en temps de la drogue à des doses raisonnables, de façon réfléchie, et je me dis, ah ouais, ça n'a aucun impact sur leur vie, ils travaillent toujours hyper bien, ils ont des vies réussies, ils sont entourés de bonnes personnes, ils tombent pas dans des spirales négatives, et donc je me dis, ah, peut-être que, au final, la drogue, on peut en prendre sans que ça ait de conséquences négatives. Et donc, dans ce paramètre-là, je me souviens d'une soirée où j'avais des amis qui faisaient pousser des champignons, donc j'y connaissais vraiment, vraiment rien. Mais je voyais ça comme une drogue, on va dire, un peu naturelle. Je fumais pas du tout, j'ai jamais fumé de cigarettes. Pareil, je fumais pas de cannabis et je voyais que le cannabis, ça endormait les gens, tout ça. Mais les champignons, on voyait un peu tous ces reportages des années 70, les gens qui sont cool, qui sont love, des choses qui te réveillent plus qui t'endort et sans conséquences négatives. Mais à ce moment-là, je m'étais pas du tout renseigné là-dessus. Et je me souviens d'une soirée où j'avais pris, je sais pas, ça devait être 0,5 g de champignons, donc quasiment rien. Mais j'avais eu des effets, et on buvait de l'alcool en même temps, donc les effets de l'alcool j'en parlerai ensuite, mais les effets de l'alcool vont inhiber les champignons. Donc j'avais eu une sensation hyper agréable de bien-être avec, c'est pas une hallucination, mais j'avais un peu cette impression d'être dans un casque de cosmonaute et d'avoir une vue en 360 degrés. Donc ça a été vraiment ma première expérience avec les champignons, mais c'était vraiment très très léger et juste une soirée très très agréable, sous alcool et sous champignons. Mais voilà, donc aucun impact négatif. Et je pense que cette soirée-là m'a vraiment aidé à m'ouvrir aux drogues. Mais un jour, j'ai eu un peu cette période où on sort des études, on est seul, on a une rupture amoureuse très très compliquée, mais on se rattache un peu à nos amis, à ces choses-là. Et en fait, à ce moment-là, j'étais pas très très bien dans ma vie. Et en fait, j'avais besoin juste de m'échapper un peu,
de vivre quelque chose de différent. Je sortais de 4 ans et demi d'études où tu es toujours entouré de personnes, tu es toujours stimulé, l'alcool est omniprésent. Et en fait, au bout de 4 années d'études, l'alcool, j'en pouvais plus. Je me souviens avoir fait un rejet complet, de m'être dit c'est bon, stop, je me sentais fatigué, je voulais passer à autre chose. Et donc c'est à ce moment-là en fait où je me suis lancé, où mes amis m'ont dit bah voilà, tu vas voir, ça te dirait pas d'essayer. Et je m'étais dit bah pourquoi pas, mais je vais essayer dans de bonnes conditions, avec les bonnes personnes. Je veux qu'on aille à quelque chose de mémorable dont je vais me souvenir. Et donc à cette époque-là, mais on était tous adeptes des soirées techno. Et donc il y avait une grosse soirée techno pas loin de là où j'avais commencé mon travail. Et mes amis étaient vraiment dans une optique où la prise de drogue était scientifique. Donc en fait, cette soirée-là, du coup, j'ai pris de la drogue. La drogue dont je parle, c'était la MDMA. Donc je m'étais vraiment préparé à ça. On m'avait dit pas boire d'alcool, que de l'eau. Voilà, on m'avait vraiment bien préparé. Et donc j'avais passé une super soirée et c'est là un peu où j'ai découvert une seconde fois les pouvoirs du cerveau. Parce que lors de la montée de cette prise de MDMA, j'ai vraiment ressenti cette euphorie, cette énergie et je me suis dit waouh, il est 1h du matin et ton corps est capable, enfin ton cerveau est capable d'envoyer cette énergie-là à ton corps et d'envoyer en fait le bonheur ultime. Mais j'avais toujours dans l'esprit en fait où si je prends le bonheur ici, je vais le perdre de l'autre côté. Donc toujours dans le contrôle, donc j'avais pas prendre des doses n'importe comment. Voilà, je sors de cette soirée remplie de love, remplie d'énergie, et en ayant l'impression d'avoir fait les choses bien, donc pas faire d'after, de pas commencer à faire des choses qui vont avoir un impact dans notre vie. Et donc j'ai pas eu du tout de redescente. Donc ça a été une expérience incroyable, remplie de bonheur, remplie de joie, entouré de personnes qu'on aime. Et vraiment avec cette synergie dans la soirée où tous tes amis te disent ah, t'es une super personne, tout ça. Enfin, on enfonce des portes quand on est sous MDMA, mais mine de rien, c'est quand même incroyable de se rendre compte que le cerveau il peut envoyer cette dose de bonheur d'un coup et qu'on puisse en profiter. J'ai trouvé vraiment ça magique. C'était vraiment une découverte dans le sens où je me suis dit bah, je peux formater mon cerveau. Si je fais les choses bien, je peux avoir des doses de bonheur que j'aurais jamais sans drogue. Fidel a découvert l'incroyable expérience de la première prise de MDMA et a découvert le secret partagé par tous les amateurs de cette molécule. La joie pure a une facette chimique. Avant de vous laisser, je vous rappelle que vous avez la possibilité de soutenir le podcast en faisant un don, soit ponctuel, soit mensuel, sur une page Tipeee dont vous trouverez le lien en description. Dans le prochain épisode, Fidel découvre les champignons et part vivre en Afrique. D'ici là, portez-vous bien.